société Énergie Éolienne France. Je vous remercie pour être parmi nous, pour participer à ce live concernant donc notre troisième campagne de financement participatif qu'organise Énergie Éolienne France avec le soutien, je vous remercie déjà, WICID. Je vous propose de vous présenter à nouveau notre activité. Je vais laisser d'abord la parole à mes collaborateurs et collaboratrices pour qu'elles se présentent. Azor Douali, responsable technique photovoltaïque et éolien. Mathias Richard, chef de projet développement éolien. Et Gary Mallet, je gère la comptabilité au sein de Énergie Éolienne France. Parfait, merci beaucoup. Peut-être en introduction un petit peu aussi pour expliquer le déroulé de ce live du côté de WICID. Donc on est ravis de vous avoir aujourd'hui pour cette nouvelle collecte sur le site. Donc on va tout d'abord passer à une petite présentation de la société et aussi de l'actualité de la société. Et par la suite, on passera à une petite session de questions-réponses. Moi, j'ai reçu quelques questions de la part d'investisseurs qui pourront pas se connecter au live. Donc, je commencerai par ces questions-là. Et on ouvrira par la suite la session questions-réponses aux investisseurs qui sont connectés lors de ce live. Donc, encore une fois, merci beaucoup à l'équipe EEF de vous être rendu disponible. Je vous laisse donc la main pour présenter votre société et on pourra enchaîner par la suite sur la session questions-réponses. Je vous remercie pour cette introduction. Donc, Énergie Éolienne France est une société qui existe depuis 2000 ans. Donc, ça va faire 23 ans que nous développons, nous construisons, nous exploitons des parcs éoliens en France et plus récemment en Belgique depuis 2017. Nous développons de A jusqu'à Z, donc les projets. Il faut savoir que Énergie Éolienne France est la filiale française du groupe Eno Énergie, qui est un groupe qui est une PME industrielle d'à peu près 250 personnes. C'est une structure qui est assez unique dans le paysage des ENR européens parce qu'il possède tous les savoir-faire concernant l'éolien. C'est-à-dire que Eno Énergie développe des parcs éoliens, conçoit, assemble des éoliennes de forte puissance, les entretient, les maintient en état de marche, les finance également la construction et évidemment opère l'exploitation des parcs et produit de l'électricité. C'est véritablement aujourd'hui un cas relativement unique dans le panorama des ENR. Donc nos savoir-faire sont assez diversifiés. Bien sûr, le savoir-faire, l'activité principale d'Énergie Éolienne France, c'est le développement de projets de parcs éoliens et plus récemment, depuis 2019, de parcs photovoltaïques. Nous mettons en place des financements, y compris participatifs comme avec vous aujourd'hui via la plateforme WICID. Nous nous sommes occupés, et c'était très intéressant, de la maîtrise de l'assistance à maîtrise d'ouvrage sur les constructions de nos parcs. Nous reverrons par après la liste de ces parcs. Cette assistance à la maîtrise d'ouvrage nous a permis d'acquérir énormément d'expérience que nous avons pu utiliser ensuite dans le développement lui-même. Donc évidemment, notamment aussi sur la conduite technique de chantier, c'est un sujet qui est très très intéressant pour ce retour d'expérience et pour pouvoir améliorer encore plus le développement de nos parcs. Même chose sur l'exploitation et la maintenance des parcs. Tout cela a un énorme retour d'expérience sur le développement. Et je parlais effectivement de maintenance. C'est des dernières activités que nous avons ajoutées à notre arc. En 2022, nous avons ouvert un centre de maintenance en Bretagne. Et là, vous voyez sur la photo du central nos deux collaborateurs qui sont occupés à positionner notamment des serrations, des peignes sur les pales qui permettent de réduire notamment l'émission acoustique. Donc, nous avons un centre dans lequel sont stockés un certain nombre de pièces détachées d'outils qui permettent d'intervenir très rapidement sur les sites en cas de panne. Voilà. Et cette activité de maintenance, nous la proposons aussi à des confrères, à d'autres opérateurs. Nous sommes très occupés aujourd'hui à installer notamment des détecteurs de fumée sur d'autres éoliennes
sur d'autres parcs parce que la réglementation l'oblige aujourd'hui depuis 2022. Donc là, on vous présente effectivement la structure d'Eno Énergie, d'EF, Énergie Éolienne France, pardon, pour le lapsus. Caston Porn, qui est donc l'unique actionnaire de Eno Énergie, est le président de EF. J'en suis le directeur général. Et là, vous pouvez voir effectivement un certain nombre de services. Vous avez tout le front office, donc tous les services qui permettent le développement des parcs éoliens photovoltaïques. Vous avez le pôle développement proprement parlé. Vous avez l'engineering, procurement et construction, qui est plutôt l'expertise technique, qui va soutenir le pôle développement sur toutes les questions, on va dire, techniques qui nécessitent une expertise approfondie et notamment l'intervention parfois d'experts extérieurs. Vous avez aussi un pôle qui est plutôt business, le pôle sales, parce que nous vendons nos machines à des confrères aussi. Donc ça nécessite un certain nombre de connaissances qui sont également en lien avec le développement, avec l'opération de maintenance et avec l'engineering, procurement et construction. Et vous avez tout le back-office qui sont les fonctions support. Donc vous avez le pôle finance, comptabilité, le pôle communication, le pôle RH. Vous avez au centre de tout cela le pôle planning et contrôle qui récupère effectivement l'ensemble des retours sur expérience et qui permet justement d'alerter ou d'anticiper des besoins sur à la fois financiers, communicationnels et en termes de ressources humaines. Vous avez le pôle juridique qui est, on va dire, à la travail de tous ces pôles qui intervient en général sur l'ensemble du développement d'un parc éolien ou photovoltaïque. C'est vraiment un pôle aussi central en matière d'expertise aujourd'hui. On peut revenir évidemment sur les 3 principales sources de projets parce qu'il faut tout le temps alimenter notre portefeuille de projets. Le développement, vous le verrez, le développement d'un parc éolien est long. Il faut effectivement alimenter ce portefeuille parce qu'il faut s'adapter aussi à un cadre réglementaire législatif qui est changeant. La première source d'identification, c'est évidemment la prospection qui se fait avec l'aide d'outils cartographiques, ce qu'on appelle un système d'information géographique. C'est véritablement central comme outil, évidemment, avec aussi des visites sur site, c'est très important aussi. Vous avez le co-développement avec d'autres partenaires, enfin avec d'autres développeurs, avec des confrères. Le co-développement, en général, on se met autour d'une table et on essaye de travailler ensemble quand on est sur un même site. Et vous avez la troisième voie, c'est tout simplement l'achat de projets à des développeurs, et c'est ce que nous avons fait avec un partenaire en Belgique, de façon à pouvoir poser le pied sur le marché belge. Donc, nous travaillons en très bonne entente et en partenariat avec un développeur, Wattels, depuis 2017 aujourd'hui. Vous verrez la cartographie des projets. Il y a véritablement un nombre important de projets avancés chez EF en Belgique, grâce à cette collaboration qui dure maintenant depuis 7 ans. Voilà. C'est bon, je vais passer la main à mes collaborateurs et collaboratrices. Alors, en matière de développement, au sein d'EF, plusieurs éléments sont à noter. Comme vous pouvez le remarquer, le développement s'articule autour de 2 axes stratégiques préférentiels. D'une part, le Grand Ouest, avec ces 6 parcs éoliens qui ont été construits et son centre de maintenance situé à Surzur, comme l'a présenté Eric précédemment. L'autre axe stratégique de développement pour l'instant, c'est la Belgique, avec ses 7 projets en cours au sein du territoire belge. Donc, c'est un territoire sur lequel nous bénéficions d'un certain ancrage local, avec un partenariat que nous avons avec un partenaire belge. Avec ces 317 MW en portefeuille, EEF est capable d'alimenter environ 250 000 foyers hors chauffage. Donc, comme l'a rappelé aussi Eric à l'instant, EEF est un acteur au cœur de la transition énergétique puisqu'il est en maîtrise de la chaîne de valeur, du développement jusqu'à l'exploitation en passant par la création des turbines et la construction.
EEF, en termes de projets réalisés, c'est 74,8 mégawatts de projets. À titre d'exemple, on peut s'attarder un peu plus sur le projet de Bray-le-Tilleul-Leton. C'est un projet situé dans l'Eure, en Normandie, sorti de terre en 2017. C'est un projet de 6 éoliennes d'une puissance totale de 12,3 mégawatts, avec une production électrique équivalente à 3270 foyers alimentés, hors chauffage. Ce parc permet notamment de limiter, d'éviter l'émission de 1747 tonnes de CO2. En termes d'externalités positives sur ce parc éolien de Bray-le-Tilleul-Leton, nous avons plusieurs éléments remarquables. Nous avons créé un verger conservatoire, réhabilité une mare et permis l'isolation de la salle des fêtes de la commune de Bray. Par rapport aux grandes étapes du développement d'un parc éolien, ce qui est important de rappeler en préambule, c'est que nous devons nous conformer à une législation assez stricte en France. Le développement d'un parc éolien dure en moyenne entre 7 et 10 ans. La première étape généralement du développement d'un parc éolien est du coup la prospection et la préfaisabilité. La prospection donc, passe par l'analyse cartographique au travers de logiciels SIG cette analyse est complétée par des visites de sites qui nous permettent justement d'apprécier l'ensemble des contraintes relatives au projet. L'étape suivante, c'est celle de la concertation et des études. Donc là, nous instaurons un certain dialogue avec les représentants et les associations locales. Et nous débutons les études écologiques, paysagères et acoustiques afin d'apprécier l'ensemble des impacts potentiels du projet sur l'ensemble de ces éléments. Suite à cela, nous constituons un dossier de demande d'autorisation environnementale, un DDAE, et nous lançons une enquête publique, suite à laquelle nous lançons du coup une demande d'autorisation environnementale et le préfet statue sur cette demande d'autorisation à l'avantage ou au désavantage de EF. Si le projet est approuvé, nous rentrons donc en phase de financement et de construction. Suite à cette phase de financement et de construction, vient l'étape du raccordement avant la mise en service. Donc voilà, le projet, potentiellement en général, s'étale sur une durée entre 7 et 10 ans. En termes de perspective sur l'éolien, 3 éléments principaux sont à noter. Tout d'abord, l'intensification de la prospection et de la recherche de nouveaux partenaires, ainsi que la recherche de nouvelles zones favorables au développement de nos parcs éoliens. En deuxième élément vient le repowering. Qu'est-ce que c'est le repowering? C'est le remplacement des anciennes éoliennes par de nouvelles éoliennes. Et toujours dans cette même lignée, au sein d'EF, nous privilégions davantage la qualité à la quantité. Nous souhaitons davantage mettre en place des parcs de taille plus réduite, certes, mais avec des éoliennes de plus grand gabarit et une technologie plus avancée. Concernant la partie photovoltaïque, EF a créé son premier, on va dire, le pôle photovoltaïque en début 2023, en profitant de l'expertise et l'expérience de plus que 20 ans dans le développement de l'éolien. Ce pôle a pour but déjà de diversifier nos secteurs d'activité, contribuer à l'autonomie des territoires en proposant un mix énergétique et finalement aussi la création d'un réseau partenaire en maillant tous les acteurs du territoire. Pour le développement de projets photovoltaïques, contrairement à un projet éolien, ça prend moins de temps, c'est entre 1 an et demi et 2 ans. Ça commence par la partie prospection. Grâce à nos outils cartographiques, on déniche, on va dire, les toitures ou les parcelles favorables au photovoltaïque. Une fois qu'on a un accord préalable du propriétaire
de la parcelle ou du bâtiment, on va faire la phase pré-faisabilité du projet. On va faire une étude technique et financière du projet et si on a un rendement assez bien, on va dire, on va sécuriser le foncier, c'est-à-dire contractualiser une offre entre EF et le propriétaire. Une fois qu'on a la sécurisation du foncier, on va déposer le permis de construire auprès des mairies qui vont, eux, prendre entre 2 à 3 mois pour avoir une réponse. Et une fois on a une réponse et on a un permis de construire, on va faire la demande de raccordement auprès des gestionnaires de réseau d'électricité. Et généralement, à 80%, c'est géré par Enedis en France. Enedis, ils prennent aussi 3 mois pour nous donner une proposition technique et financière, c'est-à-dire comment on va réaliser votre raccordement et combien ça va vous coûter. Une fois qu'on donne notre accord à cette proposition, il y a les travaux de raccordement qui vont se lancer. Et en parallèle de toutes ces étapes de développement, on va dire administratif, le bureau d'études, il va avancer tout ce qui est études techniques, chiffrage du projet et aussi contacter des installateurs et commander de la fourniture. Une fois qu'on a les travaux de raccordement qui sont finis, l'idéal, c'est vraiment avoir l'installation aussi qui est finie pour mettre en service l'installation. Mettre en service l'installation, ça veut dire injecter de l'électricité au réseau et avoir un contrat entre le producteur qui est EF et EDF-OA avec un contrat qui va durer de 20 ans. Et on pourra dire que la phase d'exploitation a commencé. Dans la grappe de EF, aujourd'hui, on a plusieurs projets qui sont en phase d'étude. On a un seul projet, on va dire, qui est en phase assez avancée. C'est un projet au sol, au pied d'une éolienne, à une puissance de 300 kW crête. C'est l'équivalent d'une consommation de 100 foyers, hors chauffage. Et aujourd'hui, on a le permis de construire début 2024. On a lancé la phase de raccordement. On espère commencer la construction fin 2024 et avec une mise en service premier trimestre 2025. Nos perspectives sur le solaire, c'est, comme j'ai dit au début, c'est augmenter la résilience énergétique des communes en leur proposant différentes sources d'énergie verte, c'est-à-dire équilibrer entre leur production d'électricité et la consommation sur le même territoire, aider au financement des projets en proposant la montée au capital ou des financements participatifs, et aussi on privilégie les grandes toitures des bâtiments, des hangars agricoles ou des sites industriels. On a un objectif d'avoir 5 à 6 projets annuellement dans notre grappe dans un état avancé. Et finalement, collaborer avec les collectivités, les agriculteurs et les entreprises locales, on va dire à grande échelle, c'est pour avancer dans la transition énergétique, mais à petite échelle, c'est pour sensibiliser et responsabiliser les gens par rapport aux énergies renouvelables. Sur un aspect financier, donc collecte de fonds, nous voulons dans un premier temps effectivement rappeler que c'est la 3e campagne que nous faisions avec WICID. La première ayant lieu en 2017 justement pour le site de Bray que Mathias vous présentait pour un montant à peu près de 700 000 euros. Cette campagne qui avait été remboursée à 100% et en une seule fois, donc en 2019. Nous avons fait appel à vous l'année dernière pour une seconde collecte d'un montant de 500 000 euros. Et toujours dans le but d'avoir effectivement une accélération et par rapport à simplement à l'augmentation de notre portefeuille projet. Nous faisons une 3e campagne aujourd'hui pour un montant similaire avec des remboursements d'intérêts trimestriels. Donc d'une façon générale, l'objectif effectivement financièrement est de soutenir notamment au niveau de la Belgique le développement et l'augmentation de notre portefeuille de projets éolien avec l'atteinte d'étapes clés qui pourraient être grandement accélérées grâce à ces fonds. D'avoir de toute façon effectivement continué ce développement aussi en France au niveau d'un certain nombre de projets qu'on a et qui sont aussi sur des étapes clés en approche et effectivement sur le photovoltaïque, forcément continuer et aboutir à notre premier parc et effectivement sur les 5 prochaines années continuer à développer nos projets et
en intégrer de nouveaux. Et effectivement, je vous ai traduit du coup ce qui vous a été présenté précédemment en termes de fonds et de dépenses. Donc effectivement, on voit que sur l'éolien, la partie développement est approximativement à hauteur de 800 000 euros. C'est une étape qui dure entre 8 et 10 ans d'une façon générale. Une phase de construction, alors la construction, ça comprend la construction des machines, le transport, l'installation, qui est gérée contractuellement par notre maison mère, qui est estimée à peu près à 10 millions d'euros, qui s'étale entre 1 et 2 ans, et une phase de maintenance à peu près, donc sur une durée de vie de 20 ans, qui est à 400 000 euros. En comparaison sur le photovoltaïque, effectivement, on a, comme disait Aja, des durées qui sont beaucoup plus courtes, avec effectivement un développement qui est entre 40 et 50 000 euros, qui va durer donc effectivement beaucoup moins longtemps là-dessus. Une construction de quelques mois qui est estimée à peu près aux alentours de 200 000 euros et une maintenance de à peu près 11 000 euros à l'année. Et effectivement, donc financièrement, l'objectif, c'est aussi stratégiquement, en mettant l'accent sur le photovoltaïque, d'avoir effectivement des projets qui sortent de terre beaucoup plus vite, qui entraînent des revenus beaucoup plus vite, qu'on peut directement réinjecter à la fois sur des nouveaux projets solaires, mais aussi nous permettre de mettre l'accent sur le volet éolien, en étant du coup de plus en plus indépendant par rapport aussi à notre maison mère, et d'accélérer les atteintes de ces étapes clés. Merci beaucoup. Nous sommes à votre disposition pour l'ensemble des questions concernant notre activité, nos projets, nos perspectives. Voilà. Merci. Parfait. Merci beaucoup à tous pour cette présentation. C'était très clair. Je vais peut-être commencer par les questions. Donc à tous les participants, et tous les connectés, n'hésitez pas à aller poster vos questions sur la bulle questions à votre droite. Et l'équipe EEF est bien sûr disponible pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas. Je vais donc commencer par une question. Donc c'était assez bien expliqué dans votre deck. Sur la slide 10, il me semble, par rapport au cycle de vente d'un projet. Je voulais vous poser la question, comment ça se passe, donc toute cette phase en amont, pour trouver le projet, quelle est la longueur de cette étude, et aussi sur la partie commercialisation de la production, voilà, comment ça se passe, quel est le cycle de vente aussi de ce côté-là. Je peux répondre. Sur la prospection, si je résume un peu votre question, Ouais. vous posez la question de savoir combien de temps prend la prospection. Identifier un site, c'est injecter dans le système d'information géographique une stratégie. Alors, vous pouvez mettre plusieurs stratégies. Et le système d'information géographique, en fonction de la qualité des données géographiques, il y en a un certain nombre, 50, 60, 70, vous fait ressortir effectivement des zones intéressantes. Après, il y a tout l'aspect, ça c'est vraiment ce qu'on appelle le greenfield. C'est vraiment c'est une carte avec une zone, ce qu'on appelle une zone d'implantation préférentielle ou potentielle, ZIP. Mais après, il y a tout le travail à faire. Il y a un travail, un très long travail, enfin un très gros travail à faire avant de démarrer les études lourdes que sont les études d'impact. Donc cette phase entre le greenfield et les études d'impact, c'est ce qu'on appelle nous le prospect, où on doit dérisquer effectivement la faisabilité du projet. C'est aller voir les élus pour sonder en fait leur perspective, leur prospective par rapport aux ENR. C'est sécuriser le foncier, parce que le foncier, on installe des éoliennes sur du foncier. Donc le but est véritablement de sécuriser le site, la ZIP d'un point de vue foncier. Il y a également la consultation de tous les gestionnaires de servitudes qui ont ces servitudes peuvent avoir des impacts sur l'éolien. On implante des hauteurs, on implante des machines qui vont jusqu'à 230 mètres. Donc il faut savoir qu'au-dessus de nos têtes, il y a énormément de servitudes qu'on ne voit pas, qui sont immatérielles. Ce sont des zonages avec un certain degré d'interdiction ou de limitation. Et ça, on n'est pas forcément au fait. Malgré une cartographie très précise, il faut quand même très souvent
confirmé avec des consultations officielles de certains services. Pareil pour le sous-sol. Le sous-sol, vous avez un certain nombre de réseaux qui passent. Il faut savoir exactement où sont les tracés, savoir quel type de réseau. Un gazoduc, ça peut être de 60 bars, de 40 bars. Si un gazoduc est de 40 bars, c'est pas la même distance de sécurité qu'un gazoduc en 60 bars, par exemple. Donc il y a plein de choses comme ça. Ça, c'est toute la phase de dérisquage. Et à partir d'un moment, on fait le point sur le projet et puis on se dit, bon, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Est-ce qu'on lance effectivement les études d'impact qui sont des études, elles, plutôt orientées sur l'environnement, le paysage, l'acoustique. Et il se peut même que pendant ces études, on soit obligé de restreindre complètement le projet, voire parfois de l'abandonner. Parce qu'on peut tomber sur des populations de chauves-souris, des populations d'oiseaux qui sont très sensibles à l'éolien. Ça ne veut pas dire, c'est pas parce que vous avez effectivement des espèces, des populations de chauves-souris qu'elles sont sensibles à l'éolien. Elles sont parfois peu sensibles. Mais toutes ces études qui vont être, elles, très longues aussi, c'est 18 mois, parfois 2 ans, sont nécessaires pour savoir si le site, lui, peut accueillir les éoliennes et comment est-ce que nous allons pouvoir implanter les éoliennes les unes par rapport aux autres. Ça, c'est la deuxième phase d'étude d'impact, mais la première phase qui est la phase de préfaisabilité peut durer aussi longtemps parce qu'il faut aussi mettre en place tout le modèle économique du projet. EF a quand même une petite particularité, c'est qu'on travaille beaucoup en partenariat avec les territoires. On n'a peut-être pas assez dit, on l'avait dit dans la précédente campagne. On travaille beaucoup en gouvernance partagée avec les territoires. C'est-à-dire qu'on n'a aucun problème, nous, à partager la gouvernance 50-50 avec des collectivités territoriales, avec des pools d'investisseurs, parce qu'on connaît notre métier. Et les élus ont tout le savoir, toute la connaissance du vécu du territoire et de leurs administrés, tout simplement. Donc, on a un projet en cours, là, en ce moment, où on est à 50-50 sur la gouvernance, il n'y a pas de souci. Donc, les décisions sont prises soit à l'unanimité, soit il faut qu'on trouve un consensus, parce que sinon, c'est un blocage. Donc ça, c'est un risque que nous, on accepte de prendre. Mais ça se positionne aussi, cette discussion et cette pédagogie doit être faite aussi avant de lancer des études d'impact, parce que si on est à 50-50 sur un projet, il faut que les élus prennent aussi du risque financier. Et c'est des choses qui doivent être comprises. Ça prend du temps. Le travail sur des parcs citoyens, sur des parcs participatifs, ça se fait pas en 2 jours, parce que derrière aussi, vous avez tous les véhicules juridiques qui doivent être mis en place, les véhicules sociétaires qui doivent être mis en place. Ça, c'est une connaissance qu'on a aujourd'hui, parce que ça fait très longtemps qu'on travaille en partenariat avec les territoires, mais c'est pas évident de les mettre de le faire comprendre en peu de temps. On est obligé de prendre notre temps. Ce qui veut dire que si on prend notre temps, ça veut dire qu'on a besoin d'autres projets. Si on a besoin d'autres projets, ça veut dire que globalement, il faut les financer. Voilà. Alors, sur l'aspect vente d'électricité, nous sommes, comme classiquement, il y a plusieurs schémas possibles, mais le schéma idéal, c'est effectivement l'appel d'offres émis par la Commission de régulation de l'énergie, ce qu'on appelle l'appel d'offres creux, qui intervient en général sur une fréquence trimestrielle, auquel nous pouvons participer, proposer un tarif pour tel projet. Puis ensuite, on voit si la CRE accepte. Si la CRE accepte, elle propose effectivement au ministère de l'énergie ce projet avec ce tarif, et ensuite c'est validé par le ministère. Ça, c'est un premier élément. On peut travailler aussi avec des fournisseurs alternatifs via ce qu'on appelle des PPA. Donc, c'est du contrat de gré à gré avec ces fournisseurs. On peut travailler aussi sur la vente d'électricité sur la bourse européenne. Aujourd'hui, la bourse, c'est pas très attractif aujourd'hui parce que les prix sont très bas, voire parfois négatifs. Donc, ça, on attend plutôt de voir. Mais on travaille effectivement avec des fournisseurs alternatifs. On peut citer Enercop, qu'on a assez souvent au téléphone sur plusieurs régions. Aujourd'hui, rien n'est fait avec eux, ça, je suis complètement transparent, mais c'est des discussions qu'on a régulièrement avec eux. On a un de nos projets où justement on est en partenariat à 50-50 avec Enercop aujourd'hui. C'était une proposition qui avait été portée, qui avait été contractualisée par une charte. Le projet était un peu mis en stand-by, aujourd'hui il redémarre. Donc c'est parfait, c'est très intéressant aussi. Donc là, sur ce projet-là, on a une modalité de 50-50 avec Enercop, justement pour pouvoir que Enercop puisse être producteur. C'est un projet qui sera très certainement citoyen pur, parce qu'on parle d'1 à 2 éoliennes seulement.
Donc, ça sera vraiment pur et nous serions là comme fournisseurs de services de développement, fournisseurs de machines et fournisseurs d'opérations de maintenance, pas opérateurs, pas forcément. Voilà. C'est vraiment la grande force de Eno Energy, c'est que vu qu'on a toute la chaîne de valeur, on peut se positionner différemment selon les projets et on peut aussi apporter de la flexibilité. C'est-à-dire qu'on va toujours se retrouver, on va toujours retomber sur nos pattes d'un point de vue revenu. Et ça nous permet d'aborder les territoires avec un cadre bien défini, mais un cadre relativement large. Alors après, on ne sort pas de ce cadre. Par exemple, on privilégie forcément nos machines, nos technologies, parce qu'on est là pour dynamiser l'outil industriel. Oui, bien sûr. Ok, parfait. Mais merci beaucoup pour ces éléments de réponse. C'était très clair sur le cycle de vente, mais aussi toute la phase en amont, préparation pour les projets. À tous les participants, n'hésitez pas à poster vos questions sur la bulle. Je vais reprendre donc les questions. J'ai une question sur justement la sécurisation de ce pipe. Comment vous travaillez cette sécurisation? Comment vous faites le choix au fait d'un projet ou l'autre? Comment sont les arbitrages en interne? Et plus particulièrement, comment vous faites cette répartition avec votre nouvelle stratégie de vous déployer aussi dans le solaire. Comment est l'arbitrage réalisé entre un projet solaire, un projet éolien, mais même entre pairs, entre un projet éolien et un autre? Comment est sécurisé ce pipe? Comment les choix sont faits? Pour la partie éolien? Ouais. Mais du coup, ce serait plutôt, vous parlez par rapport à la sécurisation frontière ou Je pense que la question de l'investisseur, elle est plutôt, oui, effectivement, pour une part sur la partie foncière, mais aussi comment vous vous assurez que le pipe est suffisamment solide, dans un terme, le projet est effectivement réalisable, vous pouvez aller jusqu'au bout et voilà. Alors, d'un point de vue financier, nous, effectivement, l'ensemble des coûts qu'on supporte sur un projet sont ce qu'on appelle des encours projets. Et nous, contractuellement, on a des jalons d'atteinte par projet, et que ce soit donc sur l'éolien ou le photovoltaïque, plus sur l'éolien quand même, et effectivement, à l'atteinte de ces jalons, donc que ce soit quand le projet est autorisé, purgé de tout recours ou à des phases clés, ça déclenche le paiement, effectivement, une milestone auprès que EF va toucher. Donc, effectivement, on essaye d'axer aussi l'accélération sur, effectivement, les projets les plus matures et donc les projets qui sont susceptibles de déclencher ces émissions de factures et donc ces paiements afin de simplement nous apporter, nous, de la trésorerie. Donc, c'est comme ça un peu qu'on essaye stratégiquement d'axer la priorité, entre guillemets, sur des moments où il faut un petit peu axer départager certaines choses et voir sur quel projet est-ce qu'on met l'accent. Oui, tout à fait. Ok, très clair. Si on peut, si je peux ajouter quelque chose, on a aussi une structuration en interne, comme je le disais, le service juridique et le service planning et monitoring dont s'occupe Gary Mallet ici présent, sont des services qui sont créés justement pour l'anticipation. C'est-à-dire que le service juridique va véritablement être en veille législative, en veille sur de la jurisprudence aussi, ce qui nous permet d'anticiper, on va dire, la faisabilité. On est tout à fait prêt à mettre en stand-by un projet si on voit qu'il y a un petit couac d'un point de vue réglementaire. On est aussi très vigilant. Il y a une revue des plannings qui est régulière sur les projets aujourd'hui. On a aussi des stratégies qu'on met pour sécuriser le projet. Par exemple, on ne va pas attendre forcément une réponse définitive sur l'instruction d'un permis. Typiquement, en Belgique, on a la possibilité de redéposer un permis autant de fois qu'on veut, sur la même assiette. Et jusqu'à présent, on avait une difficulté en Belgique, c'était qu'on était incapable de déposer une modification. Alors aujourd'hui, ça change, ça y est, il y a un nouveau cadre de référence.
Mais si vous voulez, auparavant, globalement, on n'attendait pas forcément que le permis arrive jusqu'au bout, on redéposait avec la modification. Donc ça évite effectivement déjà un souci. Et c'est ce qu'on a fait sur plusieurs projets. Voilà, c'est ce qu'on va continuer à faire d'ailleurs sur un autre projet. Aujourd'hui, en Belgique, on a la possibilité, avec le nouveau cadre de référence, donc le nouveau cadre législatif, on a la possibilité de stopper une instruction de demande de permis pour pouvoir apporter une modification. Donc là, c'est tombé aujourd'hui. C'est tombé aujourd'hui, c'est une très bonne nouvelle. Parce qu'on pourra effectivement modifier. Mais c'est vrai que pour sécuriser le portefeuille, on a effectivement du planning et du monitoring, ce qui nous permet de budgétiser en priorité les projets qui vont apporter du revenu le plus rapidement possible, mais également qui ont la plus grande chance de réussite, bien sûr. Parce que parfois, il faut savoir stopper pour avancer et accélérer sur d'autres choses. Parfois, accélérer avec des partenaires aussi. On peut avoir des blocages locaux, parce qu'on n'est pas bien introduit au niveau d'un territoire, mais si on a un partenaire, un confrère qui est très bien introduit, on peut aussi, c'est ce qu'on a fait sur un projet. On a un partenaire qui est très introduit sur une région France, qui est très bien accepté. Il n'y a pas de souci pour qu'on ouvre notre projet à un partenariat. On préfère effectivement accélérer sur ce projet-là plutôt que de le laisser pendant, on va dire, une législature, une mandature, à avoir des élus qui vont peut-être changer un jour. On ne sait pas. On préfère prendre cette chance-là aussi, d'apporter de l'ouverture à la discussion et au dialogue avec des élus qui sont plus enclins à travailler avec des structures très locales. Oui, bien sûr. Oui, c'est un équilibre un petit peu des risques et des bénéfices entre les projets, effectivement. Ouais. Ok, mais merci beaucoup pour ces éléments-là. Justement, vous parliez de la Belgique. J'ai une question d'un investisseur qui se demande quels sont les territoires dans lesquels vous souhaitez vous développer. Est-ce que vous souhaitez vous focaliser dans le marché français et belge, ou est-ce qu'il y a une volonté d'aller chercher d'autres horizons et justement vous déployer dans de nouvelles géographies? C'est vraiment à l'ordre du jour. On a peut-être des possibilités de nous déployer en dehors de la Belgique et de la France. Il faut du temps. Il faut trouver de bons partenaires. Entrer sur un nouveau marché, vous n'avez pas, soit vous créez, c'est encore plusieurs sources de projets, soit vous créez effectivement une entité qui va faire de la prospection avec un nouveau cadre réglementaire qu'il faut maîtriser. Et puis il faut l'analyser en avance, parce qu'il faut le budgétiser, encore une fois, il faut qu'on budgétise. Soit vous achetez des parcs qui sont prêts à construire ou déjà construits. Là, il faut analyser le risque financier, il faut savoir si les banques nous suivent là-dessus. On a déjà eu des opportunités, mais on a fait machine arrière, notamment en Namibie, sur la grosse puissance avec un partenaire. On n'a pas été beaucoup plus loin parce que c'est complexe. Ou sinon, vous achetez une structure de développement qui existe déjà, mais qui a le savoir-faire, l'historique, peut-être un portefeuille. Mais là, par contre, en général, c'est cher. Là, on est sur des investissements qui sont beaucoup plus lourds. Ok, très bien. Mais c'est vraiment à l'ordre du jour. On a déjà essayé. Il y a des choses qui peuvent être intéressantes en dehors de la France et de la Belgique. Oui. Très bien, très très clair. Merci pour ces éléments. Je vais peut-être passer aux questions un peu plus financières qui intéressent beaucoup à nos investisseurs. Je vais peut-être poser une ou deux questions pour respecter un petit peu le timing. Donc la première question est liée à la garantie de l'emprunt. Voilà, peut-être pour rappel, quelle est cette garantie et quel est le lien donc avec la société garante, peut-être pour rappel aux investisseurs. Bien sûr. Alors, on a une garantie parentale qui vient donc de notre maison mère, qui est Eno Energy, qui donc du coup nous sécurise complètement sur cet aspect-là et qui est à 100% responsable d'assurer le bon remboursement du capital et le versement des intérêts sous les délais engagés par EDF.
Parfait, mais merci. Donc, pour rappel aux investisseurs, vous pouvez consulter donc toute la documentation sur le site. Nous vous invitons bien sûr à poser vos questions sur l'espace commentaire WeSeed s'il y a des questions. Encore sur la partie financière, donc c'était aussi bien expliqué dans votre deck qui était très complet. Merci encore une fois. Mais je voudrais peut-être repasser sur cette partie. Pourquoi refaire un emprunt obligataire après seulement un an et quels sont les objectifs de cet emprunt et quelles sont les, mmh, les prochaines étapes, on va dire, sur le court terme pour cet emprunt. Donc le premier emprunt, effectivement, avait été souscrit il y a moins d'un an. On a, donc effectivement, pour la petite parenthèse, il y a effectivement un reporting trimestriel sur cet emprunt-là et on y voit une nette augmentation en fait de nos portefeuilles. On a effectivement vraiment une accélération aussi sur le photovoltaïque. On a eu une augmentation de collaborateurs aussi, le nombre de collaborateurs qui nous a rejoints pour aller en parallèle justement avec cette augmentation d'opportunités simplement, qui effectivement nous a amené aujourd'hui devant vous pour relancer une nouvelle campagne, pour pouvoir effectivement simplement ne pas louper l'opportunité et être encore une fois une accélération sur tous ces projets à la fois photovoltaïques comme éoliens. Oui, parfait, super clair, merci beaucoup. Là, je vais poser une question et là, c'est plutôt ma question à moi, si je me permets. Donc, en interne, du coup, là, cette volonté de vous développer sur l'éolien, comment ça se passe en termes de compétences en interne? Est-ce que vous avez des collaborateurs qui sont polyvalents ou alors, vous êtes allé justement chercher des collaborateurs qui sont spécialisés dans le secteur? Quel a été le choix en interne, en termes d'équipe? Pour le PV, pour le solaire ou pour l'éolien? Pour les 2, bon, du coup, j'ai Je vais répondre sur ma partie l'éolien. Non, l'éolien, vous n'avez pas de formation. Vous avez très peu de formation. Vous avez des ingénieurs qui sont formés en ENR, aux énergies renouvelables, mais vous n'avez pas de formation parce que l'éolien, vous arrivez, vous mettez une éolienne sur un territoire, il y a déjà 15, 20 usages différents. Donc en fait, il faut maîtriser ces usages et il faut maîtriser ce qu'on appelle le conflit d'usage du territoire. Donc vous pouvez avoir un certain nombre de profils très diverses qui peuvent être intéressés par ce métier. Un point commun, c'est la gestion de projet. La gestion de projet, et ça, vous l'abordez selon différentes formations, que ce soit des écoles de commerce. Enfin, on peut former aussi des gens tout simplement ici en interne à la gestion de projet, mais la gestion de projet, c'est le point commun. Après, vous pouvez être géographe, vous pouvez venir des sciences humaines, vous pouvez venir des sciences exactes, vous pouvez venir d'autres horizons, c'est pas forcément un problème. Vous aurez toujours une force quelque part dans l'éolien, parce que si c'est pas sur, on va dire, du calcul de productible, ça sera sur du relationnel avec de l'humain. Il y a énormément d'humains dans l'éolien, parce que vous rencontrez des acteurs sur le territoire, des exploitantes agricoles, des exploitants agricoles, vous allez rencontrer des associations. Vous pouvez effectivement être à la fois un géographe, mais à la fois être quelqu'un qui est très intéressé par le contact humain. Il n'y a pas de formation. La formation, c'est vraiment gestion de projet. Ça, c'est pour la partie éolien. La partie PV, il y a peut-être un peu plus, effectivement, tu me corriges, Najar, il y a peut-être effectivement plus de compétences dans le dimensionnement d'un parc photovoltaïque, parce qu'on est vraiment dans l'électrique. Aujourd'hui d'ailleurs, on est 2 sur le pôle photovoltaïque. On est binôme. Monsieur Claire, Romain, il est là depuis 5 ans. Il a une expérience de 8 ans dans le domaine solaire, avec un diplôme d'ingénierie électricité. Et moi-même, je suis recrutée début 2023, ayant ingénieur électricité. Et j'ai eu une expérience dans le photovoltaïque depuis 3 ans, 4 ans. Parfait. Très clair. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse.
Donc pour respecter un petit peu le timing, je propose à tous nos investisseurs qui auront participé de ce live et tous ceux qui regarderont ce live en replay, d'aller poser leurs questions si vous en avez encore sur l'espace commentaire. N'hésitez pas à soutenir la société EEF sur cette nouvelle campagne de financement. On est très content de vous avoir pour une 3e fois sur le site. Et donc, je vous remercie à tous, à toute l'équipe de vous être rendu disponible pour ce live, pour cette présentation et pour les éléments de réponse à nos WeSeeders. Donc, merci encore une fois. Je vous laisse peut-être le mot de la fin et on pourra clôturer ce live. Écoutez, je vous remercie d'avoir toutes et à tous d'avoir participé à ce live. On reste entièrement à votre entière disposition pour toutes les questions qui pourraient être liées à cette campagne, aux perspectives déployées par nos activités. On a beaucoup de choses à faire là, sur cette année. On compte sur vous. On compte sur vous. Il y a énormément de perspectives, notamment sur le photovoltaïque en toiture. Sur l'éolien, il y a des très belles choses qui devraient se faire sur les partenariats, justement. Notamment avec les territoires, mais avec aussi d'autres confrères. Il y a de très belles choses. Je l'ai évoqué avec Enercop notamment. Voilà. Donc n'hésitez absolument pas à nous poser le maximum de questions si vous en avez besoin. Voilà. Merci beaucoup. Parfait. Merci à tous. Merci aux WeSeeders aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.